mes amis, la parité est respectée, 2 femmes, 2 hommes, parce que moi, je ne compte pas. Je ne compte pas, je suis neutre. Premier sujet. Vous allez bien, en fait? Ça va, Oui, ça va, très ça va, bien, ça va. très bien. Et toi? bien. Je peux faire un petit coucou pour saluer une initiative que je trouve formidable. C'est du groupe L'Ouverture qui a tenu un colloque là, sur la Martinique attractive avec vraiment, on a tellement d'atouts qu'on se dit, mais pourquoi on ne les met pas plus en valeur? Donc c'est vraiment, je pense qu'il fallait les saluer. Bonjour Gérard, bonjour à vous tous, ravi d'être avec vous. Vous avez coupé vos cheveux, monsieur Derrida? Ah, ça fait déjà quelques temps, monsieur Ben, le je ne vous ai Président. pas bien regardé. Frédéric, ça va? Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Sur le départ, donc contente d'être avec vous une Mais dernière rassure-nous fois. tout de suite pour revenir. Hein. Mais bien sûr, Voilà. bien Allez, sûr, oui. pour On mieux va- revenir. On va se préparer. On va se Oui. préparer psychologiquement à notre départ. Je fais de même. C'est bien de nous dire ça comme ça. Christian Sanfer. Actuellement, on dit bel bonjour. Oui, très bien, voilà. Yann Lebris, nouveau procureur en Martinique, qui va remplacer Madame Talon, c'est ça? Taron. 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 C'est vrai que ça tourne tellement vite, c'est comme les préfets, ça change. Ouais, restez un petit Des peu. enjeux cruciaux et des attentes fortes. Madame Marceline, voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer Oui. comment c'est quelque chose quand même d'important, même si je Oui, non, mais badine sur ces questions-là, c'est important. tout à fait, oui, un procureur qui arrive. Alors, je note, coïncidence ou pas coïncidence, qu'en même temps, on a un changement de préfet, un changement de procureur et un changement de directeur de police. Moi, je pense que ce n'est pas anodin, que ce n'est pas une coïncidence. Le procureur qui arrive, M. Yann Lebris, que l'on voit ici, il nous vient de Mayotte. De Mayotte, alors, c'est un magistrat qui a exercé, il a commencé comme juge, et puis après, il a exercé ce qu'on appelle le parquet, c'est-à-dire qu'il est au pénal. Il a été substitut du procureur, il a été vice-président, il a été procureur de Mayotte. Alors moi, je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'il a fait à Mayotte, parce que ça peut nous donner une idée des idées qu'il peut avoir en arrivant à la Martinique. Très certainement. Donc il y a 3 choses qui sont intéressantes à noter. C'est que, premièrement, il s'est attaqué à l'immigration illégale. Et donc, en essayant de s'attaquer aux passeurs, aux réseaux. Donc ça a été un gros point. Et on sait qu'à Mayotte, c'est une question importante. Deuxième point, la corruption. Pendant son séjour, il y a eu 5 élus qui se sont retrouvés condamnés à de la prison ferme. Il y en a un qui est en prison depuis la semaine dernière. Il y a 3 maires, le président du conseil territorial et le vice-président d'un EPCI. Et ils sont condamnés à de la prison ferme avec exécution provisoire. Ça veut dire que même s'ils font appel, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a... Donc ça, c'est un de ces points forts. Et le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'il a mis en place des procédures qui sont des procédures rapides. Parce que pour lui, et ça moi je trouve que c'est une excellente chose, quand il y a une infraction, il faut qu'on essaye d'avoir le résultat le plus tôt possible. Alors, il arrive en Martinique, il va retrouver quoi? Moi je pense il va trouver la question de la drogue. On sait très bien quelle est l'importance de la drogue. Il va trouver la question des violences intrafamiliales, parce que nous sommes un territoire où ces violences sont importantes. Il va trouver aussi les problèmes d'immigration. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il aura les moyens de mettre en place les procédures dont il est friand? Parce que c'est bien d'avoir un certain nombre d'idées. Alors, quelquefois, mettre en place des idées, ça dépend d'une organisation. Vous pouvez arriver à des meilleurs résultats avec une même équipe si vous avez des principes d'organisation. Mais le plus souvent, il faut quand même des moyens. Il faut des moyens humains et il faut des moyens matériels. Et donc, la question, c'est de savoir s'il va les avoir. En tous les cas, il me semble qu'on est à une espèce de point de bascule et que c'est maintenant qu'il faut, effectivement, face à un certain nombre, puisqu'encore une fois, nous sommes au pénal, hein, nous parlons d'un procureur, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de coordonner tout ce qui est infraction à la loi. Donc, c'est lui qui va dire comment, dans quel sens. Je ne pense pas du tout qu'il soit laxiste. Avec le passé qu'il a, on sait qu'il va falloir s'attendre à quelqu'un qui a de la poigne. Et donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner.
Bienvenue, Monsieur Lebris. c'est ça? Lebris. Yann Lebris est un Breton. Très bien. On va parler maintenant de notre sujet qui a défrayé la chronique et on va essayer de traiter ça avec beaucoup de distance parce que c'est tellement surprenant comme problématique quand on a tant de problèmes à régler, narcotrafic, violence intrafamiliale, euh, pauvreté de la population, application nouvelle du RSA avec obligation, enfin des problèmes colossaux. Et puis ceux qui sont en charge de régler ces problèmes de vie existentielle se chamaillent, se discutent. Je te passe la parole, Emmanuel. Oui, alors c'est une triste affaire qui démontre un petit peu la déliquescence du dialogue public. Chez nous, malheureusement, il faut le dire. Alors, c'est un enchaînement de courriers avec une montée en pression qui aboutit à des insultes. Ça a commencé par les vœux prononcés par le président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, qui a fait un certain nombre de constats qui étaient les siens, qui a fait l'objet d'une réponse courtoise dans la forme, mais argumentée sur le fond, où des points de désaccord étaient exprimés par le président de Contact Entreprise, Jean-Yves Bonner, et il est dans son rôle à le faire, d'autant plus que ce courrier que j'ai lu attentivement était une réponse, en effet, où il exprimait quelques désaccords, mais avec une volonté exprimée d'enrichir le dialogue. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas d'accord, mais parlons-en, parce qu'il faut absolument qu'ensemble, entreprises et politiques, on trouve des solutions positives. Et ça concernait, en gros, le regard porté sur le monde économique, notamment à travers la grande crise que l'on traverse en ce moment sur la grande distribution, avec les accusations d'oligopole, de monopole, avec les accusations portées sur les fonds POSEI, etc. Et également sur l'insuffisance du rôle et des capacités de la collectivité territoriale à peser et à agir sur les prix. Donc sur tous ces points, des réponses ont été formulées par Jean-Yves Bonner, encore une fois des réponses factuelles. Et moi, je m'attendais sincèrement à ce que ça ouvre en dialogue et puis qu'enfin, voilà, très bien, ce sont deux visions de l'économie qui ne sont pas tout à fait accordées, mais qui ne méritaient qu'à se rencontrer. Eh bien, on a assisté à une troisième réponse formulée par Fernand Audenat, qui est un élu de la collectivité, et qui là, je n'ai pas compris. D'ailleurs, peu de monde ont compris sa réponse parce que ça a été une charge très violente à l'encontre de Jean-Yves Bonner, qui, je le rappelle, est un président élu par ses pairs. Donc, il a quand même 350 personnes qui l'ont mis là où il est. C'est pas Jean-Yves Bonner sorti de la poche de quiconque. C'est une personnalité représentative. 350 entreprises, 20 000 salariés, donc c'est pas n'importe qui. Et la charge était totalement disproportionnée. Alors, je ne vais pas aller sur le fond des critiques, mais il y a quand même une critique et une injure, parce que là, il faut qualifier les choses comme elles sont, où Jean-Yves Bonner se fait traiter de nègre de maison par Fernand Audenat. Et là, on bascule dans quelque chose qui est très éloigné du débat républicain, du débat démocratique, et qui ferme des perspectives de dialogue. Alors j'espère que ça ne les fermera pas, parce que heureusement, face à Fernand Audenat, vous avez une structure Contact Entreprise que je connais bien, et je connais la respectabilité des gens qui y travaillent bénévolement, je tiens à le dire, et qui donnent de leur temps pour essayer de servir l'intérêt général. Et franchement, je n'ai pas compris qu'on puisse proférer des injures pareilles à cette équipe qui ne les méritait pas. Alors voilà, donc, ce qu'on peut dire, c'est de se désoler de cette situation. Moi, j'attends maintenant des condamnations de ces injures, aussi bien des élus que des représentants patronaux complémentaires à Contact Entreprise, parce que c'est le monde de l'entreprise qui s'est fait insulter. C'est inacceptable. Et moi, je veux exprimer toute ma solidarité à Jean-Yves Bonner, qui fait un travail formidable pour défendre l'image des entreprises et qui tient son rôle avec une équipe dévouée et bénévole. Frédéric, ton sentiment de jeune chef d'entreprise? Je me suis déjà exprimée à ce sujet, je ne vais pas être très longue. Je rejoins tout ce qu'Emmanuel vient de dire. Je pense que maintenant, il faut voir le futur. Le futur, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités. Bon, il y arrive, même si c'est une injure, qu'il y ait des excès ou des choses qui nous dépassent. Mais en tant que représentant de la collectivité, je crois que le président de la CTM doit se positionner, formuler des excuses et
qu'il en est de même pour M. Odona. Odona. C'est bien cela. Ensuite, il faut pouvoir, après ces excuses, proposer des solutions et réamorcer le dialogue. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un impair ou qu'il y a eu un problème qu'il faut se focaliser dessus et finalement que ce soit la fin de l'histoire. Pour moi, ça, ce n'est que, comment vous dire, pas un divertissement, mais ça nous déconcentre en fait. Non, recentrons-nous. Pour moi, l'objectif, Un c'est que... non-événement à la limite. Je ne dirais pas que c'est un non-événement Il faut parce essayer que de ça le montre considérer comme bien, tel. Oui. ça montre quand même, ça me parle quand même de la dissension, pour aller vite, hein, mais sans m'arrêter à l'insulte, la dissension, la déconnexion du monde politique et du monde économique en Martinique. Vraiment, c'est ce que ça montre. Ça montre une fracture de ces deux univers sur notre île. Tout à fait d'accord. C'est vraiment pour moi, c'est stigmatisant. Et si on veut se rattraper, parce que dans la vie, on peut se tromper, on peut fauter, et puis on peut réparer. Deux choses. Réparer, c'est se tromper, c'est présenter faire. des excuses, et réparer, c'est revenir à la table des négociations en responsabilité et montrer qu'on est plus fort que l'excuse. C'est cela qu'on veut, et c'est autour de cette table que nous sommes. Deux choses. Premièrement, Jean-Yves Bonnet, qui a été interviewé par Philippe Pied-Dantier après, a repris tranquillement ses arguments sans répondre à l'insulte. Ça fait de lui un grand monsieur. Je le dis pendant mes responsabilités. On me boudera quand on me rencontrera. On me fera la tête. On nous refusera des demandes de budget pour Begin Jazz ou autre, puis ça ne fait rien, parce que nous allons comprendre. On ne le fait plus, parce que nous pratiquons la liberté. Parce que si on ne pratique pas la liberté maintenant dans ce pays-là, on est foutu. On va être inséré entre les repragues et puis les élus qui te regardent, qui te fustigent, et puis on est foutu. Je dirais tchouchoute. Mais je ne vais pas dire ça. Le langage beaucoup plus châtié. Ce que je voulais dire aussi, deuxièmement, c'est que je connais Fernand Odona, c'est un garçon délicieux. Et en lisant le texte, il répond à des arguments sur le monopole, c'est discutable. L'autorité de la concurrence, effectivement, il y a une note qui dit que la structure est monopolistique. Bon, ça se discute. Qu'est-ce que c'est quoi un monopole, un oligopole? Tu as bien raison de ne pas être appesanti sur les différentes nuances évoquées par chacun. Et puis ensuite, brusquement, dire que dans cette lettre qu'il fait, dans ce droit de réponse, on a plaqué quelque chose. Comme si c'est plus lui. Comme si soit il a été transcendé, quoi. Il est en transe, parce que, attention, il faut que je mette... Non, mais il faut arrêter ça, on est libre, on est des citoyens libres, et continuer comme ça va distancier de plus en plus les gens de la politique comme ils le font, et parce que les politiciens vont être de plus en plus antipathiques, et il faut que vous soyez sympathiques pour penser au bien vivre, au bien-être, au vivre ensemble. Mais Emmanuel, nous ne devons pas désespérer des politiques. Hein. Écoute ça. Je ne peux pas me nourrir, si tu veux, de la haine. Mais non, la haine, c'est quelque chose qui n'a pas de... Ça mène à rien. Je suis haineux vis-à-vis de quelqu'un parce que je considère qu'il est le descendant représentant des fautes et des erreurs de son arrière-grand-père. Putain, frère. C'est clair. Écoute... Tu n'es pas content, Justin. Tu as trouvé que tu avais ça à dire, en fait. Non, je ne suis pas fâché. Nous n'y 600 personnes qui regardent dans les TikTok. Eh ben, il faudrait que les Français soient éternellement fâchés avec les Allemands. Éternellement. Parce que quand on voit la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, la Shoah, tout ce qui s'est passé, ça veut dire, frère, le pardon n'est pas possible. Je suis un homme de foi, je veux dire que je ne peux pas me nourrir de la haine de l'autre et penser que c'est ça qui va me faire prospérer dans ma vie. Jamais. La haine tue, la haine ne fait pas grandir. Ceux qui n'ont pas compris ça c'est leur problème. Voilà, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Il a tout dit, donc je me tais avec humilité. Merci, monsieur. Voilà. Création d'un fonds international de décolonisation par les indépendantistes d'outre-mer. C'est moi qui dois faire ça. J'ai tellement parlé. Alors, voilà que 12 mouvements indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie, Corse, Bonaire, Saint-Martin. Corse, Bonaire, Saint-Martin, donc il n'y a pas que l'ultramarine ou l'ultramarin qui se préoccupe de ces problèmes-là. Ils se sont réunis en Nouvelle-Calédonie pour, disent-ils, obtenir la pleine souveraineté pour leur nation. Bon, déjà au niveau du langage, ça paraît assez étrange. Ils ont adopté une charte qui inscrit comme ambition l'inscription des territoires ultramarins sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Une chose. L'obtention du statut de membre observateur du mouvement des non-alignés, et le texte souligne
le soutien de l'Azerbaïdjan est un soutien généreux, sympathique et gentil. D'ailleurs, ça passe par une association, une institution de ce pays-là qui apporte un soutien à la France qui viole les droits de l'homme et qui pratique une répression sauvage en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est peut-être vrai, enfin bon, mais je me vois. Bon. Alors, moi, je pense que quand on est intellectuel, comme sont tous ces amis, camarades, qui ont décidé de faire ça. Les tiens. Oui. Les tiens. Oui, Carole était mon ami, on a pensé pareil longtemps. Non, mais je ne trahis pas ce que je suis, je clame haut et fort ce que j'ai été, en disant que j'ai réalisé à certains moments qu'il faut avancer, qu'il faut progresser, il y a des valeurs nouvelles, enfin, et puis même au niveau des dogmes, la classe ouvrière, c'est quoi la classe ouvrière, etc. La lutte des classes, c'est quoi, enfin, etc., etc. On ne reste pas statique sur des positions, on ne reste pas encaillé dans une idéologie qui ne s'applique pas à la réalité. Vous me faites démarrer sur les choses. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a un camp entre l'Arménie et puis Bakou, et puis à propos du Haut-Karabakh, c'est-à-dire que la Russie avait annexé carrément cette partie du territoire, il avait collé à l'Azerbaïdjan, il y a 90% d'Arméniens, et qu'il y a même eu des conflits sauvages, brutaux, en 1900, quelle année? J'ai ma fiche, 91-94, qui a causé d'importantes pertes humaines et des déplacements massifs. 30 000 morts. Donc, ces gens-là sont en guerre. Et comme la France soutient l'Arménie, parce qu'il y a Aznavour, etc., il y a une grande tradition. Alors, donc, l'Azerbaïdjan, quand je vais dire le mot, tu vas le dire pour moi, parce qu'il reste au fond de la gorge, a décidé de mener une politique. C'est bizarre, la géopolitique. Merci. C'est très bizarre, la géopolitique. Comment des hommes intelligents qui ont de l'argent, avec lequel ils peuvent donner à manger aux gens, déplacent, parce qu'on leur a payé leur billet, déplacent du monde pour sortir une charte et tout. Alors, tu vois le nombre de kilos de riz que ça pourrait faire pour l'Afrique et tout ça, pour essayer de sortir une charte pour faire décoloniser les pays, alors qu'ici, à nous, là, se fait référendum et tout ça, et qu'on a notre position. Et puis, nous avons notre libre arbitre. Et puis, il y a des gens intelligents, il y a Mme Marceline, Francis Carole, même s'il restait dans ses rails, il travaillerait effectivement à régler les problèmes. Il était à la collectivité, il a la possibilité de clamer haut et fort ses idées sur le devenir de la Martinique, comme il le fait. Et puis j'ai fini. Ils vont faire là, dans le pays là, de l'autre côté du pays de l'Est, et puis satisfaire les désirs géopolitiques de revanche et de rancœur assouvis. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, faut qu'on soit un petit peu raisonnable. Sujet, Frédéric, société, entrée en vigueur de l'amendement sur les OGM de la Convention d'Aarhus. Oui, la Convention d'Aarhus. Alors, elle n'est pas d'hier, cette convention date des années 90, notamment après le traumatisme, rappelez-vous, de Tchernobyl, en fin des 86, autour de... Voilà. Il y avait une vraie conscientisation écologique, environnementale, même si elle n'est toujours pas pleinement applicable, nous le savons. Et la grande question qui se posait, c'est, OK, au niveau de l'ONU, nous avons le droit à la liberté d'expression, à la liberté religieuse, etc. Mais avons-nous un droit à l'environnement? C'est la grande... Est-ce que le droit à l'environnement est individuel? Donc oui, bien sûr que le droit à l'environnement, à respirer un air sain, à pouvoir avoir une eau potable, est un droit inaliénable. Néanmoins, comment l'appliquer? Est-ce que chacun a droit à son chien, à son petit carré de jardin, à sa forêt à côté? On sait très bien que c'est difficilement applicable. Et finalement, ce qui est ressorti de cette convention d'Aarhus, c'est que oui, bien sûr, nous avons tous droit à l'environnement, et par conséquent, ça va être un droit à l'information. Ce droit sera un droit à l'information, à la prise d'information, à la demande systématique de cette information à l'administration. Ce n'est plus un droit, une prérogative de l'administration, mais un droit du citoyen, un droit de participation. Si on installe une centrale nucléaire, je veux pouvoir être dans le processus de décision et savoir ce qui se passe. Et enfin, un droit au recours à la justice. Si je ne suis pas d'accord avec la mise en place de cette centrale nucléaire, je peux former une action en justice. Donc jusque-là, rien d'anormal. Dans les années 90, ça a été ratifié, accepté, approuvé, les 3 vals en droit international par différents États. Donc j'ai sorti la convention, je m'y suis intéressée et bien évidemment,
La majorité des États qui ont été signataires sont des États européens, toujours prééminents en termes d'écologie. Et puis, on ne figure pas les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil, l'Inde. Enfin, ce que vous connaissez, mais l'Ukraine figurait déjà, parce que mon questionnement sur l'amendement qui a été voté sur les OGM, qui a été ratifié récemment par l'Ukraine, qui va entrer en vigueur en avril, je voulais savoir si c'était une ratification d'opportunité géopolitique ou si c'était déjà dans un processus. Et oui, l'Ukraine était déjà engagée. Je veux simplement lire comment la France avait ratifié cette convention d'Aarhus à l'époque, en 1998. Le gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de l'environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial en se référant aux pratiques juridiques établies et applicables en France. Quand on lit les autres ratifications, ce n'est pas pour instruire à charge. Ce sont des détails, la Suède, la Norvège, mais là, la France dit « je signe, mais je ne signe pas ». Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir quel est ce nouvel amendement de cette convention d'Aarhus. Eh bien, écoutez, avec 13% des terres agricoles complètement trustées par les OGM, qui ont de véritables impacts, bien évidemment, sur notre santé, pesticides, également sur l'infertilité des terres, puisque quand on utilise des OGM de Monsanto, aujourd'hui rachetés par Bayer à quelques milliards d'euros, eh bien, avec des produits comme Roundup, pour lesquels des cancers et des liens avec le cancer sont avérés, il y a un vrai sujet de société. Il y a un vrai sujet de droit individuel à l'environnement. Donc, je crois que c'est vraiment très important de le dire. 3,4 milliards d'hectares, 13% des terres agricoles sont impactées par les OGM et la culture de semences génétiquement modifiées dans le monde. Et les pays les plus concernés sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Canada et l'Inde, qui n'ont toujours pas ratifié. Qui n'ont toujours pas ratifié cet amendement. Alors, la question est de savoir quel en sera l'impact. Eh bien, je crois que tant que ces pays ne seront pas impliqués dans le processus, il y aura vraiment des difficultés, vu qu'on importe de ces pays aujourd'hui. Donc, donc très bien, on peut former des recours, très bien, on peut se débrouiller, mais massivement, je crois que tant que ces pays ne seront pas impliqués, tant que ces pays auront finalement ces choix économiques, nous en serons au point mort. Et simplement une précision, c'est que l'Ukraine, avant la guerre, était quand même le grenier de l'Europe. Et que si maintenant on peut vérifier que ce qui vient, les citoyens ukrainiens et ceux de l'Europe peuvent vérifier le pourcentage d'OGM, ça sera quand même un progrès. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est un feuilleton, ça constitue ce feuilleton, carrément un feuilleton Netflix, ce sont les frasques de M. Trump. Comme elle là, et puis dit, on va changer le nom de ce pays-là, on va adopter ça, etc. Et Frédéric a traité un sujet sur ça, et que c'est pas si le fou. Groenland. Là, maintenant, il a décidé qu'il a des potes. Je parle de plus en plus comme Maréjo. Il a donc des amis, dans l'organisation, la structure. Comment on appelle ça encore? L'industrialisation, l'industrie de l'armement, quoi. Mais ça, non particulier, ça va me revenir. Il dit, bon, il faut qu'il gagne des sous parce qu'il a été mis là pour faire gagner des sous. Alors, il a décidé qu'il va faire un dôme de fer pour l'Amérique. Je vais laisser Christian développer ça. Oui, alors c'est vrai que chaque jour, les déclarations de Trump bousculent le monde. Et on ne sait pas du tout à quoi on va y arriver. Alors, c'est vrai qu'il a décidé de faire le dôme de fer. C'est un bouclier. C'est un bouclier qui est destiné à arrêter les missiles balistiques. Et vous vous rappelez, quand l'Iran a attaqué Israël, c'était déjà ça. Oui. Parce qu'Israël, depuis 2006, après la guerre avec le Liban, Israël a investi pour protéger son territoire. Donc, ils ont un bouclier qui permet... Qui a été installé par les Américains. Mais on verra bien que ce n'est pas que les Américains, les Israéliens sont technologiquement très avancés. Ouais. Et on verra qu'ils vont contribuer d'ailleurs au dôme de fer des États-Unis. Alors, petit élément, en fait, déjà, c'est un système en 3 parties qui permet la détection des radars, il y a des ordinateurs qui calculent des trajectoires, et puis il y a des lanceurs également. Et on voit bien qu'Israël, la plupart des missiles qui avaient été envoyés par l'Iran ne sont pas arrivés, puisque la fiabilité est de 90%. On peut arrêter 90 missiles sur 100. Alors, donc, Trump investit dedans. Alors, petit élément, c'est que ça coûte cher. Deuxième élément, c'est que les Israéliens sont des spécialistes. Donc,
Trump, au-delà du statut pseudo-nazi qu'avait fait le camarade de Trump, là, voilà, Musk, les rapports avec Israël semblent sont très bons. Sont très bons, ça a toujours été. Mais la réalité, c'est que Israël, c'est 20 000 km², c'est la superficie d'Israël. Voilà. Les États-Unis, c'est 9 millions, Ouais. 10 millions de kilomètres carrés. C'est pas la même. Donc, ça va coûter énormément d'argent. Mais en tout cas, c'est l'orientation de Trump qui, d'ailleurs, traduit les orientations des républicains. Parce que les républicains, depuis avant l'élection de Trump, ils avaient dit « Nous voulons être l'armée la plus forte du monde, nous voulons être la puissance en matière de technologie, en matière de recherche, la plus forte du monde. » C'est leur volonté, véritablement, de réaffirmer la force des États-Unis. De l'oncle Sam. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ça. Alors, ça m'amène aussi à une réflexion, parce que vous le savez tous, on a partagé des moments où il y a eu des consensus mondiaux. On a vu dans l'OMC, on a vu dans l'OMS, on a vu dans le combat contre les énergies fossiles, etc. Il y a eu on a parlé beaucoup de CAP ici, de toutes ces rencontres, et aujourd'hui, on voit que la page est tournée. Il n'y a plus cette volonté, si vous voulez, d'unir l'avenir des peuples. Chacun pour soi. Trump a décidé de protéger les États-Unis et puis ça fait Tchoumel qui prend plomb. Oui. Enfin, pour reprendre non, mais c'est une expression vernaculaire. C'est ça, c'est-à-dire que cette fraternité qui se construisait, qui admettait la diversité, qui admettait beaucoup de choses, Explosé. Elle a explosé. Voilà, alors je considère effectivement que je pense que vous partagez, le message aurait pu être plus fraternel, plus consensuel. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut considérer que la mondialisation, dans ses excès, dans ses dérives aussi, a favorisé une espèce d'intolérance, des fanatismes qui sont bien présents. Donc, de quoi l'avenir sera fait demain? Est-ce que chacun sera obligé de mettre son bouclier? Est-ce que le bouclier de Trump va couvrir les Antilles? je plaisante. Mais en tout cas, ce sont des sujets qui sont tout à fait contemporains et qui nous préoccupent, quoi. Oui. Ça me fait penser, ce que dit Christian, j'ai suivi l'autre jour une émission, et il y a quelqu'un, c'est un historien, qui disait que pour lui, on n'est plus dans la mondialisation, que le monde est parvenu à des moments où c'est des empires. C'est-à-dire que c'est la volonté, la volonté. Donc il dit, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, pas le même degré, et donc l'Inde qui vient après. Et donc on a basculé dans autre chose. Et donc c'est les plus petits qui vont craquer. Ou être annexés. Qui est-ce qu'il craint, Trump? Qui est-ce qu'il craint? Parce que pour se protéger, il faut bien avoir une crainte de quelqu'un. Est-ce qu'il craint les Chinois? Est-ce qu'il craint les Russes? Ou est-ce qu'il craint la Corée du Nord? Je ne sais pas. Alors, c'est un peu comme le mur qu'il a toujours voulu faire. Ce premier mandat, ce sont des projets Vous avez vu la réponse de la présidente mexicaine? Absolument, qui a bien répondu. Un vrai bijou. Et je traduis ça toujours en sac de riz, en petits pains, en protéines, pour une population, une grande partie qui meurt de faim, pour des enfants affamés. Je traduis toujours ça. Et je me dis, comment on peut faire preuve de tant d'égoïsme, d'impéritie? Alors, je me dirais, mais tu prêches. Mais non, mais c'est tellement logique et cohérent. Il y a un gâteau, il faut essayer de donner un petit peu à tout le monde. Il n'a pas essayé de faire des murs, il n'a pas essayé de faire des dômes de fer. Parce qu'on était, comme tu viens de dire, mais il craint quoi? C'est la Chine qui va l'attaquer ou la Russie qui va bombarder. Alors que s'il fallait le faire, bien sûr, l'Ukraine, il y aurait déjà eu du nucléaire. Enfin bref. En tous cas, certains experts comme William Hartung, des gens démocrates, estiment que le projet profite plus aux entrepreneurs en armement qu'à la sécurité nationale. Alors, un autre sujet qui m'a fait sourire crispé, c'est quand les géants de la malbouffe financent les médicaments. Oui. Alors, c'est un peu le grand paradoxe, puisqu'on a des grands industriels qui se déploient sur le monde entier et qui apportent du bienfait, qui apportent de la nourriture aussi, puisque vous savez que la planète grossit tellement qu'il faut réussir à nourrir plus de monde que jamais, et donc ils jouent un rôle important, même si certains produits proposés ne vont pas dans le sens de la santé des individus. Et donc des grandes firmes, en effet, vendent des produits de plus en plus ultra transformés, c'est ça la réalité, et dans ces produits ultra transformés, il y a des substances qui provoquent des maladies et qui sont mesurées par des observateurs, mais qui sont mesurées par leur propre laboratoire, au point qu'eux-mêmes
investissent et des sommes colossales dans à la fois des recherches et des mesures de développement pour pouvoir produire une pharmacopée corrective aux produits qu'ils proposent aux populations. Et ces grandes firmes, aujourd'hui, sont les premiers investisseurs des grands groupes pharmaceutiques. Donc, c'est ça le grand paradoxe. Et donc, elles avancent sur deux pattes. D'un côté, je répands mes produits, et de l'autre, je fais du bénéfice en soignant, alors, si je suis un peu de mauvaise foi, en soignant les malades que je fabrique, que je crée. Oui, mais c'est exactement ça. Je ne suis pas sûr que ce soit de la mauvaise foi. Conflit pyromane. Oui, voilà, c'est un peu ça l'observation. Alors là, c'est l'expression, on va dire, du libre-échange et du libéralisme mondial qui provoque ces choses-là. Faut-il n'y voir que du négatif? Je pense qu'il y a là le simple exposé que je viens de faire permet à chacun de situer le caractère un peu amoral éventuellement de tout ça. Mais aussi, on peut aussi se dire que malgré tout, ce sont des groupes qui financent quand même des choses vertueuses, puisque ces investissements-là ne seraient portés par personne non plus, et donc font progresser aussi la recherche sur la santé. C'est ça le grand paradoxe, et peut-être même le modèle un peu cynique et paradoxal que ça démontre. Et voilà, et donc ça c'est l'évolution du monde, mais qui se fait quand même avec beaucoup de contre-feu. Donc il faut aussi se dire que ce libéralisme n'est pas débridé, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, les individus n'ont été autant exposés à des produits à risque, ça c'est une réalité, mais ils n'ont jamais été autant informés, aussi bien informés, et leur libre arbitre est aujourd'hui sollicité. Faut-il encore maintenant que notre conscience individuelle se développe au maximum pour pouvoir faire nos propres arbitrages? On oublie souvent que le pouvoir est aussi entre les mains de ceux qui consomment. Voilà, donc je ne porte pas de jugement, mais je dis, c'est une réalité, regardons-la, et c'est bien ce genre d'émission pour montrer où vont les risques, où vont les développements, où vont les dérives, mais sachant que le pouvoir, en réalité, il est dans nos choix, et notamment dans nos choix de consommation. Est-ce qu'on a le choix lorsqu'on est matraqué par la publicité? Excusez-moi. Est-ce qu'on a le choix lorsque l'univers tourne autour de la consommation? Est-ce qu'on a le choix lorsque la problématique essentielle d'une mère de famille, c'est comme tu le dis, nourrir ses enfants, et ils parviennent, eux, effectivement, à nourrir? Est-ce qu'on a le choix lorsque des petites molécules d'émulsifiants, alors que c'est ça le produit, dans les produits Nestlé, c'est une utilisation intensive des émulsifiants, est-ce qu'on a réellement le choix parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes de chez Nestlé, le chocolat et autres. Alors, est-ce qu'ils ne pourraient pas enlever ça pour ne pas avoir ensuite à prendre mon argent pour le mettre dans un médicament que je dois prendre parce que mon microbiote est complètement atteint? Mais ça paraît tellement élémentaire. Est-ce qu'ils s'étaient obligés pour l'eau? Vous savez comment l'eau, ils ont carrément pris à un certain moment de l'eau du robinet, ils l'ont filtrée. Oui, mais Gérard, on peut aussi admettre qu'en 2025, la population mondiale n'a jamais bu autant d'eau potable comparé à ce qu'elle buvait il y a 30 ans. Oui, mais c'est une réalité. Non, mais ça veut dire que le monde évolue aussi avec ses... C'est pour ça qu'il faut être mesuré, parce que... tout est en nuance, tu as raison. Tout est en nuance. Dont acte. Mais plus que la nuance, les choses pourraient être mieux, pourraient être bien. Oui. On a la capacité de nourrir la planète. Je suis désolé de dire des choses. Mais oui, on a la capacité de nourrir la planète, on a la capacité de la nourrir bien, on a la capacité de passer un juillet dans des échanges politiques. On a c'est quand même élémentaire. Enfin, je sais pas. Sauf si nous sommes tous les 5, nous sommes 5. Infirmes, quoi. On est des anormaux, on est des martiens. Frédéric, tu peux. En fait, si je peux me permettre, l'objectif, c'est, il ne faut pas oublier que ces firmes, c'est de l'ultra-capitalisme, d'accord? Donc l'objectif de ces firmes, c'est tout simplement d'aller
taper là où elle peut faire de la marge, de la valeur et du bénéfice. C'est simple. Elles ont bien compris que, c'est pour ça que je disais pompier pyromane tout à l'heure, elles ont bien compris qu'il fallait vendre ce qui était bon, enfin, ce qui était appétant, c'est de l'appétence. Et de l'autre côté, tu fabriques le poison, tu fabriques l'antidote et tu te fais encore plus d'argent. Ça s'appelle. En fait, il faut arriver à voir ça froidement. C'est de l'ultra-capitalisme. Ouais. Voilà. Oui, mais la définition ne change Qui est pas. Le supposé être fait régulé que, par les États. oui, mais en fait, tu qualifies, tu conceptualises une chose qui est inacceptable. Mais c'est ça. l'objectif, c'est de faire plus d'argent. Oui, c'est ça qui est acceptable pour mais eux. à partir, Pas mais à acceptable partir- pour toi. Non, mais à pour eux. partir de ça, c'est comme si c'est à la limite intellectuellement comprendre, mais presque admettre la façon dont tu le dis. Je sais que c'est Non, pas non, le je cas. ne l'admets pas, je l'analyse. En tous les cas, on va faire un petit tour dans le passé où c'était peut-être pire. Daniel va nous parler de la cour. prévôtale. Mais on en fait un petit jingle là, parce que c'est de la culture, ça quand même. Oui, un petit oui. jingle. La cour prévôtale. Alors, la cour prévôtale, bon, qu'est-ce que c'est, dirait-on? C'est une juridiction spéciale. C'est une juridiction spéciale. Alors, qui dit juridiction spéciale, c'est parce que ça répond à un moment donné à un type de problème. Et c'est une juridiction qui a existé en France hexagonale à l'époque, mais qui a existé aussi en Martinique à plusieurs reprises. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur la cour prévôtale qui a été créée par le général Donzelot en 1822 jusqu'à 1827. La décision d'arrêter, c'est 1826, mais elle s'est arrêtée en 1827. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça répond à une caractéristique de la société à ce moment-là. Il y a une psychose qui gagne tous les colons, tous les propriétaires d'habitation et d'esclaves, c'est l'empoisonnement. C'est-à-dire que pour eux, dès qu'il y a des animaux qui meurent, dès qu'il y a une mort suspecte chez les esclaves, dès qu'il y a une mort suspecte auprès d'eux, c'est l'empoisonnement. Ce qui était peut-être vrai. Il y a certainement. Mais la psychose est plus importante. La psychose de l'empoisonnement, il faut le savoir, est plus grande chez le colon que la révolte, que la crainte de la révolte. La crainte de la révolte. Ah, ouais. Ah oui, et les archives sont intéressantes parce qu'on a plusieurs publications qui font état de cela. On a par exemple le journal du colon des Salles qui raconte sa vie, mais à ce moment-là, on sait comment ça se passe dans l'habitation. Et puis, il y a des auteurs qui ont publié là-dessus. Alors, cette cour prévôtale, elle est faite uniquement pour sanctionner les empoisonnements, que ce soit empoisonnement d'êtres humains ou empoisonnement de bétail. Et cette cour prévôtale est itinérante. Ça veut dire que dès qu'on signale qu'il y a des morts suspectes dans un endroit, la cour, c'est-à-dire les personnes qui composent la cour, se déplacent dans la commune et si c'est possible, sur le lieu même, c'est-à-dire sur l'habitation, la cour rend sa décision, elle n'est pas susceptible d'appel et elle est exécutoire dans les 24 heures. Ça veut dire que c'est vraiment une justice expéditive, avec des règles qui sont des règles dérogatoires. Déjà qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de droits, mais il n'y a pas de défenseur pour les personnes qui sont poursuivies. Et donc, c'est exécuté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai dit 1822-1827, pendant cette période, il y a 600 personnes qui sont examinées, il y a plus de 110 exécutions à mort, il y a et ce qui est particulier, il y a un tiers de femmes qui sont condamnées à mort. Il y en a 60 qui sont condamnées aux galères perpétuelles avec bannissement. C'est-à-dire, ce qu'on ignore, en Martinique, on pouvait condamner à des gens qui étaient envoyés, pas forcément en France, mais qui étaient envoyés en Afrique. Il y a des gens qui étaient bannis en Afrique, condamnés par une cour. Et là, ça s'est passé. Et il y a des cas. Donc, le but était, avec cette justice expéditive, de montrer aux esclaves qu'il y avait une possibilité de réagir tout de suite pour empêcher toute réserve. On vient de voir l'image là d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe a consacré un podcast pour ceux qui veulent écouter. C'est l'histoire d'un procès
dans lequel, de la cour prévôtale. Donc, le podcast est intéressant à suivre. Il y a Dominique Rogers qui a sorti un livre qui s'appelle Voix d'esclaves, qui raconte des procès. Il y a Geneviève Letty qui a écrit également des articles dessus. Si on va à la pagerie, il y a dans les différents panneaux, ils ont ajouté une partie voix d'esclaves, justement. Il y a le procès qui a été fait à une des esclaves de la mère de Joséphine, qui a été accusée d'avoir tenté d'empoisonner la mère de l'impératrice. Et donc, il y a l'histoire qui est racontée. Et c'est vraiment, ça nous décrit très bien le fonctionnement, parce que l'empoisonnement peut toucher le maître et sa famille, mais peut toucher le bétail, peut toucher les esclaves, les esclaves eux-mêmes, parce que c'est une forme, s'attaquer au pouvoir économique et à la personne, c'est une façon, c'est une forme de résistance, de rébellion. Je veux dire une bêtise, vous me pardonnez. Par exemple, Jean-Yves Bonner aurait été empoisonné. Alors, je ne suis pas sûre, parce qu'il était nègre de maison. Il n'était pas. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être lui qui aurait empoisonné. Alors, l'impact de la révolution haïtienne sur les esprits, sur l'atmosphère. Ah oui, alors ça aussi, c'est, comment dirais-je, c'est la terreur des colons. Hein. Quand ils voient ce qui s'est passé en Haïti, chaque fois qu'il y a une tentative de rébellion, ils se disent, mais c'est la même chose qui va se passer. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort d'avoir peur, parce qu'il faut savoir que Haïti a eu des relations et un soutien à tout mouvement qui se passait dans la Caraïbe. Oui. Et il y a eu des relations entre les esclaves de Martinique et ceux d'Haïti, mais Haïti a accueilli Simon Bolivar. Il y a eu un soutien qui a été fait à la révolution en Amérique latine. Donc ils n'avaient pas tort d'avoir peur. Simplement, l'organisation n'était pas la même. Et donc, et le pays n'était pas le même non plus. Il y a une donnée qu'on oublie souvent, c'est qu'en Haïti, il y avait un tel turnover d'esclaves, parce que c'était la plus grosse colonie, que ce qu'on appelle ceux qui arrivaient d'Afrique étaient plus nombreux que ceux qui étaient oui, voilà. Mais en Martinique, c'était le contraire. Ah oui. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est qu'en Haïti, les plantations étaient immenses. Et donc le concept d'habitant n'existait pas. On ne parle pas d'habitation en Haïti, on parle de plantation. Alors qu'en Martinique, on parle d'habitation, ce qui signifie que le maître habitait dans des espaces beaucoup plus restreints, avec beaucoup moins d'esclaves, et donc il y avait des relations plus humaines qui ne pouvaient pas exister dans ces grands ensembles haïtiens. Toussaint Louverture en Haïti était d'ailleurs le représentant d'un propriétaire en Haïti. C'était à un moment donné quand il était esclave, Toussaint Louverture. Vous avez vu comment on peut élever le débat dans une émission Jingle Musique. Christian va vous parler d'un musicien extraordinaire qui s'appelle Chico Gelman. J'ai bien aimé que tu as dit on élève le débat. Parce que Chico, c'est vraiment élevé. Top. Chico Gelman. Alors, Chico Gelman, tu ne dois pas le connaître, tu vas le découvrir. J'ai hâte, grâce à toi. Chico Gelman, il a joué, vous savez, dans un premier temps, il jouait à l'église de Fort-de-France. Je crois qu'il n'avait pas de parents, enfin, j'ai un peu l'impression. Mais si vous voulez, c'est pas un gars qui a grandi dans un environnement, comme on dit, stable et productif. Mais il s'est passionné par l'harmonium. Et il a commencé à jouer comme ça à l'église de Fort-de-France. Après, il a joué dans les Rico Jazz. C'était le pianiste de Rico Jazz, cet orchestre africain qui était venu en Martinique et qui a connu un succès extraordinaire. Il jouait au tam-tam. Et puis Chico, tout à fait. Et Chico, après, il a pris une voix différente, une voix de la musique pour l'esprit, une voix de la musique pour l'élévation. On va le découvrir dans une première expression. Ça, c'était au Festival Begin Jazz que nous avons organisé, je crois, en 2010 à Saint-Pierre. Et juste un petit mot pour vous dire la chose suivante. Souvent, il jouait au CMAC, du temps de Madame Augiac. Et Chico, il arrivait et il jouait pendant 1 heure sans arrêter. Alors, c'était frustrant. Parce qu'on ne pouvait pas l'applaudir. Oui. Vous voyez sans s'arrêter. Et quand je l'ai fait jouer à Begin Jazz, je lui ai dit, Chico, la seule chose, je veux que tu joues avec quelqu'un. Et je voudrais que tes morceaux ne dépassent pas 10 minutes. C'est ça. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, mais qui tu peux prendre? Il m'a dit, Jojo Gokavla. Tu as connu Jojo Gokavla? Réellement. Voilà. Alors je vous propose un petit extrait
du festival qu'on avait fait avec Chico Gelman. Ah non, alors je vois quand même ce soir-là, juste avant, il y avait Mario Canonge et Lynn Lemart, bassiste mauricien, et il était 9h du soir, on était à Saint-Pierre, au CDST, et Chico devait jouer après. Mais musique là, était tellement haut. À un moment donné, je me suis dit, putain, mais j'ai pris un risque de faire Chico jouer là ce soir. Et je cherche Chico, Chico est derrière l'enceinte du podium, et Chico est en train de regarder la lune. Dans un mysticisme incroyable. Voilà. Alors, je vous propose le deuxième extrait qui vous permettra de mieux connaître Chico. Je crois que c'est Au clair de la lune, voilà, avec des autres sonorités que vous allez apprécier. Bon, eh bien, moi, dis Jean Guéco, t'es qu'à prendre là, considérer c'était Au clair de la lune. Moi, quand je suis rentré en détail aussi. Petit extrait. Oh là 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 là. Extraordinaire. Non, mais je dis que bon, c'est évident que c'est pas de la musique à... Faut danser. Voilà, c'est ça, c'est clair. On va continuer toujours parce qu'il peut aussi passer à Martinique Jazz Festival. Et je vous invite dans le cadre d'un clavier de retour au pays natal organisé par l'équipe de Manuel Césaire. Il y a des pianistes comme Kate Jarrett qu'on a connu à travers le concert, des choses comme ça. Mais Chico, c'est aussi haut. Ah oui, c'est évident. Autrement dit, on a chez nous un pianiste d'une dimension internationale qu'on n'a pas encore su valoriser. Mais je pense que Chico pourrait très bien passer. Donc il n'a pas voulu lui-même. Peut-être qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu adopter. Tu introduis le prochain clip que je vais, enfin la prochaine vidéo, où vous allez le découvrir un petit peu également dans cette orientation. Les choses sont sorties à mon plus grand étonnement, mais aussi dans une joie profonde intérieurement. La musique s'est faite, mais mais avec le public.
je veux dire aussi qu'il est très enraciné. Parce que je me rappelle son premier album, il a dû faire 2 ou 3 albums, c'était Hot et Bastaï. Donc il était dans l'expression rythmique de nos environnements et qu'il l'appliquait à son piano et à son langage universel. Voilà. Alors, juste aussi pour vous dire que j'ai pris quelques petits cours de piano avec Chico et il habitait en face de l'annexe, là, à Fort-de-France. Et c'est avec lui que j'ai découvert Bill Evans. Et je vous invite à écouter un titre qui s'appelle Waltz for Debbie, c'est la valse pour Debbie de Bill Evans. Vous allez voir l'architecture de l'œuvre, et c'est dans ça que Chico était. Et moi, quand j'ai vu Chico, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Donc, on va terminer toujours avec le festival Big Jazz, avec Jojo Kavla. Salut Chico, Gelman, c'est le top, quoi. Voilà, Chico Gelman et Jojo Kavla. Piano, percussion. Il y a des gens qui ont des fortunes, qui ont de l'argent, qui nous écoutent. Je pense qu'ils devraient nous appeler, Christian et moi, pour qu'on puisse... Parce que Chico est là, quoi. Oui, parce qu'on a des éléments comme ça à montrer, pour montrer que la Martinique a une certaine subtilité, une finesse, une distinction, une hauteur, et qu'il faut populariser ça pour sortir de la trivialité, sortir de la vulgarité, sortir de la simplicité vraiment rabaissante, l'usine de ce pays. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, M. Boutan, de nous faire partir avec cette atmosphère sublime. À la semaine prochaine. Et puis merci toute l'équipe, Mehdi, Flore, Max, David. Il faut dire tout le monde, parce que sinon il y aura fâché, il y aura vexé. Ils sont susceptibles. À très bientôt. Au revoir.